Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous présidez la région Normandie. Oui. Est-ce qu'il y a des vaccins dans votre région? Il y en a comme partout en France. Ça s'est amélioré? Ça va bien? Écoutez, nous on va accueillir la première usine qui va produire des vaccins. On va avoir ensuite une deuxième usine qui va produire un vaccin qui devrait être mis sur le marché à la fin du mois d'avril ou au mois de mai, paraît-il, qui s'appelle CureVac. Ah, CureVac, oui. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on ait tout de même des doses massivement à partir de la fin du printemps, quoi. Mais ma question, c'était, alors pour le coup, vous avez raison, c'est important, la production, donc on va commencer à produire en France, ça c'est très bien. Ma question, c'était des vaccins disponibles pour les gens, dans les centres, dans les lieux. Oui, la France a à peu près un régime qui est à peu près identique pour tout le monde, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de régions qui sont plus favorisées les unes que les autres. Ce que je crois, c'est que... Ça a démarré quand même. Oui, ce que je crois tout de même derrière cette crise, c'est qu'il y a, si on veut bien se projeter un peu plus loin que la seule question de la vaccination, c'est est-ce que ça n'est pas le troisième décrochage européen? On a eu les deux guerres, avec des causes bien entendu différentes, et avec un troisième décrochage qui est celui lié à cette crise sanitaire absolument majeure. Les États-Unis sont repartis à fond. L'Asie est repartie à fond. On a des entreprises, j'étais dans 2 entreprises en Normandie cette semaine. Les 2 ont des grandes difficultés d'approvisionnement parce qu'il y a une demande mondiale qui est considérable avec des prix qui sont à la hausse. Et donc pour elles, des difficultés à pouvoir planifier leur production, difficultés à fixer les prix, difficultés à pouvoir dégager des bénéfices derrière. Et donc, le sujet de cette crise, c'est est-ce que l'Europe va être capable de se redresser alors que l'Asie, le continent asiatique est reparti et que les États-Unis sont repartis? C'est évidemment une réflexion passionnante. Il faudrait comprendre pourquoi on décroche. On décroche parce que très clairement, on a fait des choix collectifs qui nous amènent dans cette situation. Quel choix? Le choix de sacrifier son appareil industriel. Je suis dans la région la plus industrielle de France. 22% du PIB régional, c'est l'industrie. Alors qu'en France, ça plus, doit être c'est moins de 10%. 10%. On est, dans les pays européens, il n'y a que la Grèce qui est derrière nous aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est pour situer la région Normandie. 30 à 35% de l'emploi, notamment dans les départements ruraux comme l'Eure et l'Orne. Donc c'est énorme. Et donc on voit bien que toute la stratégie collective du pays depuis 20 ans ou 25 ans a été de créer les conditions qui ont amené des choix de délocalisation, coût du travail trop cher, charge sociale trop importante, de prélèvements obligatoires trop élevés. On a du mal à analyser la situation. On constate la désindustrialisation du pays, mais pourquoi, au fond, on n'a pas de diagnostic partagé? Oui, mais ce choix collectif, qui est celui d'une nation qui... Souvenez-vous de discours d'un certain nombre de chefs d'entreprise expliquant que désormais il n'y avait pas besoin d'avoir d'usine. Souvenez-vous. Oui, ça existait. On a connu ça. Ça existait. Et donc on a eu toute une série d'arbitrages collectifs qui nous ont amenés à cette situation-là. Et aujourd'hui, on le paie cher. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une usine, à chaque fois que vous avez un bassin d'emploi qui a la chance d'avoir un outil industriel performant, efficace, créant de la valeur, créant de l'emploi, eh bien, on a des bassins de vie qui se portent bien. C'est pas compliqué. Quand vous rentrez dans un village, quand le village, il y a des commerces, il y a de la vie, des jolis aménagements, on le voit tout de suite. Vous pouvez vous dire, c'est qu'il y a une usine pas loin. Il y a une usine quelque part. Voilà. Écoutez, ce sera un beau thème de la prochaine campagne présidentielle. C'est pour ça que, par exemple, dans ma région, on a tout fait pour essayer de faire en sorte que on maintienne l'outil industriel, on lui permette de se développer, on a créé toute une série d'instruments, on rentre dans le capital des entreprises, on crée aujourd'hui des prêts participatifs permettant de restructurer la dette pour permettre aux entreprises de passer le cap. Bref, on a essayé de créer des conditions maximales pour que chaque entreprise puisse participer à la relance. Vous voyez, l'État a décidé d'un appel à projet sur la relocalisation ou la création d'innovation dans le secteur industriel. Et ça aura des 52 entreprises avaient déposé un dossier à Bercy, 16 ont été retenues. J'ai proposé aux 36 autres que la région le fasse à la place de l'État, la complémentarité entre l'État et les collectivités. D'accord, écoutez, on suivra tout ça, mais en tout cas, si on sortait du constat de la morosité pour essayer de contrarier ces tendances que met en lumière, hélas, la crise sanitaire, ça serait sans doute bien. Donc, les vaccins, pour les personnes qui veulent se faire vacciner, c'est parti. On peut espérer que la campagne va démarrer, la campagne vaccinale, et que donc l'immunité sera au bord du chemin.
Vous dînez au restaurant, vous, Hervé Morin, puisque Non, c'est l'actualité. Non, je n'ai pas au restaurant. Non, je n'ai pas au restaurant. Non, restaurant clandestin, il y en Non, a. je n'ai pas les restaurants clandestins, mais écoutez, on va voir. Vous savez, on est quand même dans une drôle de période, quoi, tout de même. On a le sentiment que c'est un climat assez proche de celui de la prohibition, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelqu'un... Mais quand on dit aux non, gens... mais il y a quelqu'un qui vous... Quand on dit aux gens, vous ne pouvez pas vous retrouver, ils transgressent les règles, ils se retrouvent. Oui, oui, oui. Mais il y a quelqu'un qui fait une déclaration sur... voilà. Sans savoir qui l'a fait. Sans savoir qui c'est. Non, sans savoir qui l'a fait, puisque oui, c'est une caméra qui enregistre. Il n'y a pas de nom cité, rien, etc. Et puis, boum. Si des ministres avaient... S'il s'avérait que, puisqu'une enquête est ouverte, le ministre de l'Intérieur a pris les choses au sérieux. Mais il ne pouvait pas faire autrement. S'il ne le faisait pas, on avait le sentiment qu'il était en train de couvrir ses collègues du gouvernement, et donc il était obligé de le faire. Et donc il y a quand même un ministre qui a dîné quelque part. Qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne, à votre avis? Je pense que pour lui, ça va être compliqué. D'accord. Il ne faut pas... Marlène Schiappa disait, oui, il paiera une amende, il faut peut-être aller un peu au-delà. Je pense que ça sera compliqué pour lui. Si la situation sanitaire s'améliore, on l'espère tous, les élections régionales doivent-elles avoir lieu fin juin, comme prévu? Vous êtes président de la région Normandie, candidat au renouvellement de votre mandat. Oui? Oui, bien sûr. Oui, on ne sait jamais qui l'a déclaré officiellement. Ça fait des mois que je le dis. D'accord. Donc vous l'avez répété ce matin. Fin juin, c'est bien? Écoutez, de toute façon, soit le gouvernement croit en son discours, et dans ce cas-là, les élections doivent avoir lieu. On ne peut pas à la fois avoir un président de la République qui vous explique que le 15 mai, les choses vont aller mieux, qu'a priori, on va pouvoir retourner dans les terrasses, que les lieux culturels vont rouvrir, qu'on va pouvoir aller, j'ai bien compris, au restaurant, enfin, oui, bien sûr, à peu près. Oui, et dire, un mois plus tard, on ne peut pas voter. On ne peut pas aller voter. Ce qu'il faut, c'est mettre, bien sûr, des conditions sanitaires pour tout ça. Il faut faire en sorte que, comme l'a proposé le conseil scientifique, on prenne toute une série de mesures de protection. Mais je ne vois pas pourquoi on pourrait aller faire ses courses dans un supermarché et pas aller dans un bureau de vote. Tous les pays européens, sans exception, ont procédé à leurs élections. C'est évident que si le scrutin avait lieu maintenant, ce serait un problème. Oui. Dans 2 mois et demi, à partir du moment où l'objectif du gouvernement, c'est le retour à la vie normale, vers le 15 mai, il n'y a aucune raison de ne pas procéder au suffrage. Donc, vous préparez à des élections fin juin avec des... Vous parliez de mesures particulières. Voter à l'extérieur, par exemple, le conseil scientifique l'a préconisé. Moi, ce que je crois, c'est que, on aurait probablement pu anticiper, comme l'ont fait la plupart des pays européens, et faire en sorte, en clair, qu'on crée des conditions et des règles qui favorisent le vote, l'échéance électorale, et le vote. Vote par correspondance, par correspondance sur 2 genres. Et de l'autre, à partir du moment où le gouvernement considérera que les élections auront bien lieu à la fin du mois de juin, qu'on regarde ensemble, les formations politiques se rassemblent autour du Premier ministre et regardent quelles sont les conditions pour faire en sorte que les choses puissent se passer convenablement. Et puis on peut adapter. Si on voit qu'au 15 mai, les choses s'améliorent plus vite que prévu, eh bien, probablement, peut-être qu'on pourra faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire aujourd'hui. Des meetings, des choses j'allais dire, le Covid nous oblige à nous réadapter en tout. Et il faut aussi, malheureusement, qu'on pense aussi à réadapter l'expression du suffrage universel et les campagnes électorales. C'est plus de digital, c'est plus de réseaux sociaux, etc. Vous voyez sans doute que l'intérêt pour ces élections régionales sera limité. Peut-être que l'abstention sera importante. Oui. C'est une source d'inquiétude? Oui, et pourtant, Dieu sait que ces élections, c'est pas négligeable dans la vie collective. Si nos compatriotes ont en tête quelles sont aujourd'hui les missions des collectivités, des départements et des régions qui interviennent, j'évoquais l'économie, les mobilités, la recherche, l'éducation, les lycées, nous sommes des acteurs majeurs de la vie collective. Avec une faible conscience peut-être dans la population de l'importance de ce rôle. Écoutez, moi j'ai eu des exercices comme ça en famille où j'ai constaté que pourtant à peu près tous issus de l'enseignement supérieur, il n'y en avait pas un qui savait exactement ce que faisait la région. Bien sûr. Trop ça oblige à l'humilité. Voilà, tout ça. Oui, mais c'est dommage, effectivement. Donc ces élections, on l'espère, se tiendront fin juin. Et on espère qu'il y aura un intérêt dans la population et donc une participation importante. Il n'y a pas que les élections régionales dans la vie, il y a aussi l'élection présidentielle. Un peu trop d'ailleurs, les élections présidentielles. Cette espèce de folie autour de... Vous avez regardé Édouard Philippe hier soir, il intervenait sur France 2? J'ai pas regardé, j'ai regardé ensuite. Ouais, et alors Quel sentiment vous avez retiré de sa prestation? Sympathique, boxeur. Boxeur. Boxeur au sens de il aime la le capacité combat. à esquiver.
Ah, d'accord. Voilà, je trouvais qu'il était... Pas cognard, mais esquiveur. Esquiveur, je veux dire, face à des questions sur lesquelles en clair, je trouve que c'est bien qu'il rappelle en permanence la loyauté qu'il a Vis-à-vis son du président. sentiment à l'égard du président de la République. Je pense que tout ça est assez dans son personnage. Vous étiez un opposant à Édouard Philippe? Bon, je ne suis pas dans la majorité, j'ai aucun doute là-dessus. Vous aimeriez qu'il soit candidat quand même? Parce qu'on a l'impression qu'il y a toute une part des dirigeants politiques, donc de l'électorat, qui n'a pas de porte-drapeau, pas de personne capable de se présenter à l'élection présidentielle. Alors bon, donc peut-être que vous vous dites, ah, s'il était candidat, je le soutiendrais avec plaisir. Disons qu'il a la capacité d'être président de la République et qu'il a la stature pour être président de la République. Ces 3 ans à Matignon lui ont donné ça, cette stature-là. Ouais, il a émergé, et, voilà, il était inconnu des Français. C'est pas facile de passer d'aucune responsabilité ministérielle à Matignon. J'ai le souvenir d'avoir une conversation avec lui en lui disant, moi j'ai le souvenir que n'ayant jamais exercé de fonction ministérielle quand je suis arrivé ministre de la Défense, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais y arriver, quoi. Et pendant quelques mois... l'angoisse est là. L'angoisse est là, elle est réelle. Bien sûr. Donc à Matignon, on l'imagine. Donc à Matignon, c'est pire encore. Ça n'a rien à voir avec la Défense. Parce que voilà, vous avez été ministre de la Défense en 2007. Des arbitrages constants. Vous êtes devant les projecteurs à chaque instant. Et donc il a été à la hauteur. C'est un moment de révélation. Vous tenez ou vous tenez pas. Et il a été à la hauteur, disons. Vous aimeriez qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Je vous dis qu'il en a la capacité. Et vous vous arrêtez là ce soir? Oui, c'est chaque chose en son temps. Vous êtes sans champion, vous savez pas là qui soutenir. On est à un an de l'élection, alors on en parle, ça paraît loin, mais en même temps, là, écoutez, votre camp est sans... Oui, si. Soit il n'y en a pas, soit il y en a trop, je ne sais pas. Il y a beaucoup de candidats. Il y en a trop, hein? Non, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en capacité tout à fait d'être président de la République. Je pense que quelqu'un comme Valérie Pécresse a la capacité d'être chef de l'État. Et Xavier Bertrand aussi? Je vous dis, Valérie Pécresse me semble dimensionnée pour le poste aussi. Voilà. Après, ce sera sa décision. Vous faites partie des gens qui ont envie d'éviter le second tour Macron-Le Pen ou ça vous... Écoutez, moi je trouve que franchement, cette élection présidentielle qui devient le seul point de repère de la vie politique française, c'est tout de même le signe d'un dérèglement de la démocratie française. Vous n'allez pas supprimer ça? Non, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait une 6e République. Hein. Je vais vous dire, c'est pas nouveau. J'ai toujours défendu cette idée-là. Je pense qu'on a une démocratie qui est totalement déséquilibrée, une concentration des pouvoirs qui fait que nécessairement cela crée la déception. L'élection du président de la République, suffrage universel. On pense élire un homme providentiel, et bien entendu, il ne l'est pas. Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs, des libertés locales qui sont tous les jours. Vous n'allez pas supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel? Non, mais vous pouvez créer beaucoup plus de contre-pouvoirs et un exercice beaucoup plus équilibré. L'idée que tout de même quelqu'un décide de votre vie tous les 15 jours par une expression médiatique sans qu'il y ait réellement de débat, de construction d'une solution collective, c'est quand même pas bon signe. Vous étiez partisan de la proportionnelle pour les élections législatives? Oui, bien sûr. Ça n'aura pas lieu, ça non plus? Non, c'est dommage. Je pense qu'il faut que tous les Français soient représentés au Parlement. Si on veut que le Parlement retrouve sa place, il lui faut donner la capacité d'être le lieu du débat. Et pour ça, il faut que même ceux que je combats soient présents. Et donc, vous regrettez que ces réformes-là n'avancent pas? C'était un engagement du président de la République. Alors on vous explique que c'est pas le moment pour le faire, mais c'est jamais le moment dans ce cas-là. Bon, voilà. Et donc je pense que 15 jours ou 3 semaines, on pouvait avoir ce débat à l'Assemblée et au Sénat et régler cette histoire et faire en sorte enfin que 100% des Français, ou presque, soient représentés à l'Assemblée. C'est vrai que la crise sanitaire met à distance toutes les questions politiques qu'on évoque, élections régionales, élections présidentielles, proportionnelles. On imagine que dans la tête de beaucoup de gens, les urgences sont ailleurs. Les difficultés sont ailleurs. Oui, mais voilà, je pense que la vie doit continuer et les sujets qui sont notamment les sujets démocratiques ne sont pas des sujets secondaires. On est tout de même dans une période où les atteintes aux libertés sont considérables, au-delà. Mais elles sont justifiées par la situation sanitaire. Non, mais attendez, regardez les sujets. On a des dérèglements de l'appareil judiciaire avec ce qu'on a pu vivre sur le parquet national financier. Il y a ces
ces GAFA qui vous pistent, qui vous traquent. Vous avez les réseaux sociaux dans lesquels on vous jette en pâture sans qu'il y ait aucun droit à tant soit peu à la défense. Vous avez les atteintes aux libertés qu'on évoque aujourd'hui liées au Covid. Donc on est tout de même dans une période où l'exercice de la démocratie est un vrai sujet, je crois. Et donc, une fois que la crise sanitaire sera terminée, peut-être qu'on en saura en tirer quelques leçons. Merci Hervé Morin d'avoir accepté.